première psychologue dans la première unité de soins palliatifs en France. Je m'occupais des mourants, du personnel soignant et des familles, des amis, des aidants. Ce que j'ai remarqué, c'est la peur des aidants de montrer leurs émotions. La peur au fond, de dire au revoir à cause de l'émotion qui surgirait. Et j'ai fait un gros travail d'acceptation des émotions en disant que pleurer, c'est une bonne chose, même si l'autre pleure, on pleure ensemble, c'est un partage. Les larmes se partagent. Il y a un déni collectif autour de la question de la mort. Elle est recouverte de silence. Les gens n'osent pas en parler, ne mettent pas des mots sur ce qu'ils vivent, et ça touche effectivement ceux qui accompagnent. La situation d'accompagnement est une situation éprouvante, et les gens n'osent pas en parler autour d'eux, même à leurs amis. Donc en fait, ils sont extrêmement seuls. Il y a une grande solitude de l'aidant par rapport à cette question de la mort, de l'approche de la mort. Je pense qu'ils ne peuvent en parler que quand ils ont la chance de se réunir entre eux et qu'ils se rendent compte qu'ils vivent une expérience commune. Beaucoup d'aidants sont mal à l'aise parce qu'ils n'osent pas, je dirais, dire les choses comme elles sont. Il y a eu longtemps, mais un peu moins maintenant, mais longtemps, à l'époque où je travaillais, il y avait une sorte d'injonction de mensonge. Il y avait une comédie de mensonge. On disait aux mourants qu'un jour plus tard, il allait sortir et que tout allait mieux. Mais on mentait. Et les aidants étaient pris dans quelque chose d'impossible, d'intolérable. Heureusement, ça a évolué. Souvent, les personnes qui vont mourir disent « j'en ai pour combien de temps ?» Ils posent la question au médecin, mais ils la posent aussi à leurs proches. « J'en ai pour combien de temps ?» C'est une question à laquelle on ne peut pas répondre. Et j'ai travaillé là-dessus. Personne ne peut donner un pronostic chiffré. C'est très mystérieux. Donc, j'ai travaillé sur le fait que la personne devait dire ce qu'elle savait. C'est-à-dire, tu as une maladie grave, inguérissable, il n'y a pas les traitements qui permettent de guérir, mais le temps qui te reste à vivre t'appartient. Là, on restitue à l'autre quelque chose qui lui appartient. Ça veut dire, au fond, personne ne sait le temps qui reste, mais faisons de ce temps un temps qui a du sens. Je pense qu'il faut déculpabiliser les aidants. C'est important qu'ils aient une vie personnelle, c'est important qu'ils sachent se ressourcer, que s'ils ne respectent pas et ne se respectent pas dans leurs besoins personnels, eh bien, ils vont perdre de l'énergie, ils vont s'épuiser. Il y a cette phrase que tout le monde répète, « prendre soin de soi pour prendre soin de l'autre ». C'est à ce prix-là qu'ils peuvent tenir dans le temps. Toute personne a dans sa vie des choses qui lui font du bien. Il faut identifier ce qui fait du bien et se dire, ça c'est vraiment une règle, est-ce que tous les jours j'ai donné un peu d'énergie à ce qui me fait du bien? La communauté, elle est essentielle dans la résilience des aidants. Je pense qu'un aidant qui est seul, qui ne peut pas communiquer avec d'autres aidants, je pense qu'il est en grand danger, en fait. Il faut absolument parler, mettre des mots sur ce que l'on vit avec d'autres qui vivent la même expérience. On sait vraiment maintenant que ça fait du bien, que ça permet aussi de garder l'estime de soi aussi. Ça permet justement de sentir qu'on n'est pas seul, qu'on partage ça avec d'autres, parce que l'expérience des autres les aide. Donc c'est ça, la communauté, elle sert à redonner de l'énergie. Et c'est ce dont manquent les dents, parce qu'ils s'épuisent. Alors c'est une chose que j'observe depuis quelques années, vraiment,
c'est un effritement du lien intergénérationnel. Je le vois en rencontrant des personnes de 80 à 100 ans dans les résidences-services qui se plaignent effectivement que les enfants sont beaucoup moins présents qu'avant. Donc ils se sentent beaucoup moins soutenus, ils sont inquiets souvent en se disant mais si je deviens de plus en plus vulnérable, de plus en plus fragile, qu'est-ce qui va se passer? Moi je vois des personnes âgées abandonnées, mais carrément abandonnées par leurs enfants. Et face à cela, ce que je vois émerger petit à petit, c'est la solidarité intragénérationnelle. On se parle ensemble, du coup on devient des amis. C'est très difficile d'abandonner quelqu'un avec qui on parle régulièrement de choses que tout le monde vit, qui sont liées à l'âge. Hein. Et alors les béguinages solidaires, qui sont des habitats qui sont en train d'émerger et que je soutiens, parce que c'est un concept formidable, hein, des petits habitats à taille humaine, dans lesquels les gens se connaissent, deviennent des amis, parlent ensemble, se soutiennent. Les habitants se sont engagés à soutenir quelqu'un s'il tombe malade, s'il perd un peu de son autonomie et même s'il est mourant. Ils disent que si, évidemment, c'est la condition, que les soins à domicile existent, l'hospitalisation à domicile, les soins palliatifs à domicile, ils assumeront l'accompagnement humain. J'ai jamais entendu ça et c'est la raison pour laquelle j'ai voulu soutenir ce concept. On a un modèle que les gens ignorent au Japon. C'est le pays où la population vieillissante est la plus importante. C'est aussi le pays où il y a le plus de suicides de personnes âgées. Donc il y a un vrai problème là de solitude des personnes âgées. Eh bien, pour pallier cette solitude, il y a c'est très répandu, des petites communautés de centenaires dans les quartiers, dans les immeubles, dans les villages, qui se sont constitués, qui s'appellent les moai, et ce sont des petites communautés de 8 centenaires qui s'engagent à se soutenir moralement, mais financièrement aussi. Donc ils vont beaucoup plus loin que nous. Nous n'en sommes pas encore là. Hein, mais voilà un modèle. Hein, un modèle qui est... mais je pense qu'on va aller de plus en plus vers cela. De plus en plus. Oui, garder une personne âgée chez soi, c'est vrai que bon, il y a encore des cultures qui sont pas les nôtres, ce ne sont pas les cultures modernes occidentales, hein, mais au Maghreb, en Afrique, en Inde aussi, on garde chez soi un parent âgé et on a une autre image, on a l'image d'un parent qui a une certaine sagesse à transmettre. Quand on dit que les Africains disent que quand un vieux meurt, c'est une bibliothèque qui brûle, bon. Et c'est vrai que chez nous, voilà, on a perdu cette image positive de la personne âgée, qui certes ne peut plus, je dirais, faire ce qu'elle faisait avant, mais elle a une expérience de vie. Elle modifie aussi, il y a beaucoup de changements dans la manière de regarder la vie, les autres et d'aimer. Vous avez des personnes qui découvrent en vieillissant une bienveillance qu'elles n'avaient pas avant, parce qu'elles étaient, comme tout le monde, dans un monde dur dans lequel il faut se battre, mais quand on vieillit, qu'on n'a finalement plus rien à prouver aussi, qu'on est beaucoup plus libre, eh bien, j'ai observé, pas chez tout le monde, hein, mais j'ai observé chez beaucoup l'arrivée d'une forme de tendresse, de bienveillance, qui est quand même, dans une famille, quelque chose qui compte. Dans ces vies qui sont très, je dirais, qui sont dans l'effectivité, dans l'action, quand on a un proche qui est vulnérable et fragile, ça crée justement, ça crée une espèce de rupture. Donc la culture du soin, c'est une culture qui se développe toujours à partir de la vulnérabilité. C'est la vulnérabilité qui permet la culture du soin. C'est la force de la vulnérabilité, justement.
c'est que c'est elle qui va, c'est parce qu'on est vulnérable qu'on va solliciter chez l'autre le meilleur de lui-même. J'ai vécu une petite période de vulnérabilité quand j'ai eu une hernie discale qui a fait que j'ai été très handicapée. Et je me suis rendu compte qu'en demandant de l'aide, d'abord, je recevais de l'aide, et que cette demande d'aide me permettait de rencontrer un inconnu, une inconnue, par le regard, le sourire, la parole. Ça durait quelques instants, le temps de l'aide, mais le soir, je me disais, mais tiens, j'ai rencontré des inconnus par le regard, le sourire, parce que j'étais en difficulté. Je pense que là j'ai pris conscience justement du fait que toute personne fragile qui demande de l'aide, elle sollicite chez l'autre quelque chose qu'il va donner spontanément. C'est très rare que quelqu'un ne veuille pas aider. Si vous approchez quelqu'un et vous dites, je sais que tu vis des choses pas faciles en ce moment, si tu veux qu'on en parle, j'ai un moment on peut se parler ensemble. Et je pense qu'il faut valider le fait que la chose est difficile. Et là, je pense que ça libère la parole. Parce que l'aidant, il va avoir beaucoup de mal à parler spontanément de ce qu'il vit s'il n'y a pas quelqu'un qui fait signe qu'il peut écouter parce qu'il a compris qu'il vivait des choses dures et lourdes. On n'est pas à la place de l'autre, hein, mais on peut être là avec. C'est ça le vrai sens de la compassion, être avec. Hein. À ce moment-là, il se passe quelque chose. Je pense que l'expérience d'aidant est forcément un chemin spirituel. Puisque je dirais, on est au plus près d'une valeur, de cette valeur du soin, hein, d'être à l'écoute de l'autre, d'être disponible, et donc de sortir de soi. En fait, finalement, la spiritualité, c'est le lien à quelque chose qui est au-delà de soi. Donc l'expérience même d'être aidant est une expérience dans laquelle on sort de soi. Alors, on a bien vu que c'était très important de prendre soin de soi aussi pour pouvoir faire cette sortie, cette au-delà de soi. L'aide, c'est ça. Hein, on n'est plus centré narcissiquement sur soi-même. Et c'est être au-delà, c'est en soi déjà une expérience spirituelle. Les personnes en fin de vie que j'ai accompagnées, elles m'ont d'abord appris que la mort faisait partie de la vie et que nous étions tous mortels. Je pense que cette méditation sur la finitude que j'ai quotidiennement, je sais que j'ai un grand sens de la précarité de la vie. Hein. Je crois que ce sont ces personnes qui me l'ont apprise. Et puis, j'ai appris beaucoup sur la manière de mourir. Ils m'ont transmis comment on pouvait mourir. Une lucidité, une générosité, je dirais un oubli de soi aussi, hein, qui fait qu'on pense à celui qu'on laisse derrière soi, au lieu de penser à soi. Et ça, l'amour, finalement, qui est au cœur de ces personnes, alors même qu'elles savent qu'elles ont quelques heures ou quelques minutes à vivre. C'est là où on touche vraiment, je pense, le fait que l'amour est au cœur de l'humain.